Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie Jocelyne. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Sujet de cette semaine, réforme des élections. Les élections viennent tout juste d'avoir lieu. Alors voilà un beau sujet à aborder, surtout pour faire avoir un constat global de la façon avec laquelle on fonctionne, tout particulièrement au Québec versus même d'autres provinces. Tu vas nous apprendre des choses très intéressantes aujourd'hui. Bien, c'est sûr qu'après les élections, on a tendance à faire un bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et c'est un sujet qui a quand même assez bien participé sur Facebook. Donc, il y avait beaucoup de gens insatisfaits. J'imagine Et c'est que pas ça nécessairement parce qu'ils ont, exemple, perdu leurs élections. Non. C'est que la façon de faire, la campagne, ils étaient plus ou moins d'accord avec les choses. Remise en question en ce qui concerne le mode de scrutin, élection date fixe, là, qui avait fait tout un branle-bas de combat là, aux dernières élections, que le Parti québécois avait même passé une loi pour une élection date fixe, avait promis, même critiqué le gouvernement à l'époque. Et puis, lorsqu'on a à faire face à un gouvernement minoritaire, souvent ce genre de référence-là prend le bord. Exactement. Donc, justement, en débutant, en parlant un peu du fameux, de ceux qui sont pour justement des élections à date fixe, alors, naturellement, il faut tenir compte de certains aspects. Exactement. Il y a des bons côtés et il y a des moins bons, il faut en tenir compte. Donc, ce qu'on reproche actuellement aux élections qui ne sont pas à date fixe, c'est qu'on se dit, bien, le gouvernement peut toujours utiliser ça, les élections, comme un échappatoire. Donc, si tu sens l'eau chaude, si tu veux éviter une commission d'enquête, ou même si tu juges que ton opposant n'est pas prêt à aller en élection, tu déclenches tout de suite, puis tu as un avantage sur lui. Donc, on trouve que c'est pas juste. Aussi, c'est que le Québec est en retard. Il y a 8 provinces sur 10 qui ont des élections à date fixe. Ça, c'est intéressant comme information. Je n'étais pas au courant, moi non plus. Ouais, 8 provinces sur 10, ça, c'est quelque chose qui est réglé là, en ce qui concerne. Mais si jamais le gouvernement est minoritaire, est-ce que cette loi-là a toujours... Bien, c'est ça l'affaire, c'est que si le gouvernement est minoritaire, ça repose encore sur la confiance en Chambre. Bon. Donc, le gouvernement, s'il n'est pas majoritaire, il peut tomber selon ça ne nous avance vote. Pas plus. Okay. Je sais, c'est la même chose. C'est ce qui fait que le gouvernement québécois, malgré le fait qu'il avait passé une loi sur date fixe, étant donné qu'il était minoritaire, ça venait un peu, pas nécessairement justifier à 100%, mais expliquer le pourquoi de ne pas avoir suivi une loi qu'eux-mêmes avaient mis en place. Là. Exactement. Donc, quand c'est minoritaire, bon, ça ne tient pas. Donc, c'est inutile en cas de gouvernement minoritaire. Ça évite aussi des bons côtés, des gens qui aimeraient ça. Ça éviterait que les élections tombent à des dates qui n'ont pas de bon sens, entre guillemets, c'est-à-dire des périodes où les gens ne sont pas très attentifs l'été, durant les vacances. En mettant une date fixe, disons, on se dit l'automne, ben là, on a plus de chances que les électeurs soient intéressés. Là. Puis ça peut donner aussi une impression de chance égale pour tous. On sait qu'on a 4 ans, si on est majoritaire, 4 ans pour faire un mandat. Et puis on se doit, tous les partis confondus, de se préparer en fonction que dans 4 ans, il faut être prêt. Donc, il faut préparer le terrain, vivre avec les conséquences sur le long terme de tout ce qu'on va avoir effectué durant le mandat de 4 ans. Exactement. Donc, c'est moins porté à amener, à interpréter les fameux sondages. Les fameux sondages qui font beaucoup parler, certains pensent qu'on devrait les interdire parce que, oui, ça influencerait certaines personnes. Il y a des gens, puis ça, j'ai un témoignage dans ce sens-là, des gens qui regardent les sondages puis votent pour le parti qui est en avance pour pouvoir dire « Ah, j'ai gagné mes élections ». Vote stratégique, là, qu'on appelle souvent, là. Hein? Oui, mais c'est sûr que comme motivation à aller voter, c'est douteux un peu, parce que je pars du principe qu'on devrait voter selon nos convictions, peu importe qui est à l'avance. Et à l'inverse, ça a l'air que ça dissuade des gens. Disons que moi, mon parti tire l'arrière, mais de beaucoup, je vais me dire, ben ça va me donner quoi d'aller voter? De toute façon, ils ne gagneront pas. Donc, ça empêche des gens d'aller voter, ça les décourage. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on veut interdire les sondages, mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est un outil vraiment important pour les partis. Parce que si tu es en train de te planter, tu descends dans les sondages parce que tu as fait une mauvaise sortie dans les médias, bien, il faut que tu le sais si tu veux t'en reprendre. Là. Donc, puis aussi, ça donne un certain intérêt pour la campagne. Veut pas, on regarde les sondages. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, ils sont en train d'augmenter, ils sont en train de descendre.
Donc, ça maintient l'intérêt un petit peu. Il faut le dire, les sondages apportent vraiment un climat important et ça vient alimenter l'ensemble des médias à pouvoir argumenter, critiquer, faire découvrir des aspects, essayer même de stimuler la population à être réceptif à l'information qui est divulguée à travers l'ensemble de ces sondages-là. Et plus particulièrement en ce qui concerne la campagne qui vient tout juste d'avoir lieu, on doit se dire que dès le départ, les sondages ont parti dans un sens et puis malgré tout, ça a toujours continué dans le même sens. Tu disais tantôt que ça peut permettre des fois de rectifier le tir ou d'aller... On aurait dit qu'il y avait une vague là, qui s'en allait. Cette vague-là, c'est un véritable tsunami dans le sens où, même si on était au courant au niveau des sondages, on essayait au niveau du Parti québécois de corriger le tir et puis il n'y avait absolument rien à faire. Non, puis les chefs de parti qui tirent l'arrière disent toujours la même réponse. Le vrai sondage, c'est le jour des élections. Ben oui. Mais quand même, quand on voit une forte tendance, c'est assez rare là, que c'est renversé le jour des élections. Là. On voyait ça venir. Oui, le Parti québécois là, avait perdu des plumes. Message important à retenir de la petite discussion qu'on vient d'avoir sur les sondages, c'est qu'il est important de voter selon ses propres convictions et non pas se laisser influencer. Mais il y a toujours une partie de l'électorat qui n'aime pas nécessairement. Mais je crois que dans le comté de Gaspé, ça n'a pas voté du côté des sondages. Hein? Ben, si on se fie à non, ce qui est arrivé, ici, ça restait bleu, sauf les îles de la Madeleine. Je pense qu'on a quand même une certaine tradition depuis quelques années là, de voter assez bleu. Puis moi, je me dis, j'aime mieux perdre mes élections par conviction que les gagner parce que j'ai vu ça. Puis durant les élections, on en discutait lorsqu'on se voyait pour les différents tournages, puis on se disait, ça va probablement y aller. Personne ne s'attendait à ce que ce soit un gouvernement libéral majoritaire. On s'entendait un gouvernement minoritaire d'un côté ou de l'autre, selon les sondages, encore une fois. Donc, c'est vrai de dire que le vrai sondage, c'est le dernier jour, mais c'est toute une époque si on compare il y a 50 ans passés versus aujourd'hui, la façon avec laquelle les élections... Avant, c'était le pouls sur le terrain. Maintenant, c'est le pouls à la télévision par radio. C'est les médias beaucoup. Oui, puis les médias ont beaucoup de plaisir à travers toute cette démarche-là. Hein? Effectivement. Les débats, les fameux débats où, bien souvent, ce n'est pas l'ensemble des candidats disponibles, disons, qui ont le privilège de pouvoir participer à ces débats-là. Ça aussi, ça amène un certain questionnement, les débats. Hein? Pas seulement sur ceux qui y sont représentés, mais sur la démarche en tant que telle. Oui, parce qu'on entend, on a entendu parler de principalement 4 partis, mais il y en a plus que ça. Il y a des chefs qui auraient aimé être élus. 21 partis, 20 partis. Donc, ça fait beaucoup. C'est sûr que logistiquement, si tu veux en inviter 21, c'est plus compliqué, mais il y a toujours des oubliés, des chefs de partis moins connus qui trouvent dommage de ne pas avoir cette tribune-là. Ce qu'on reproche aussi au débat des chefs, c'est que souvent, celui qui le remporte, ou celle, c'est le meilleur orateur. C'est pas nécessairement la personne qui a les meilleures idées. Il y a des gens qui ont plus de charisme que d'autres, qui ont le tour de montrer leurs idées et qui ont le tour de planter les autres. Ça aussi, faut être habile en communication. Si on se lance en politique, on a beau avoir tous les talents que le bon Dieu a bien voulu nous donner, si on n'a pas la capacité de faire passer le message de façon fluide et d'avoir l'air de quelqu'un de solide, ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'on dégage carrément, de l'image corporelle même, à la limite, hein, c'est toute une arène dans laquelle on s'embarque lorsqu'on veut aller en politique et projeter une image qui dégage de l'assurance et d'envoyer un message qui est clair et surtout solide. Hein? Ah, c'est tout un art, vraiment. Là. Puis à chaque débat, le lendemain, il y a toujours un gagnant. Qui a gagné le débat. Donc, et c'est pas toujours si facile à déterminer parce que, comme je disais, ça dépend si on s'arrête aux idées, si on s'arrête à la clarté des propos. Il y a plein de choses. Hein. Et souvent, ça va être une période cruciale là, dans le choix de l'électorat. Cette année, encore une fois, il y a eu 2 débats. C'est toujours les 2 principaux réseaux là, qui se font un devoir, naturellement, de faire un débat. TVA. Je crois que Radio-Canada est en premier, TVA en deuxième pour ces élections-ci. Mais il y a beaucoup de gens qui décident de leur vote en regardant le débat. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent non, il faut garder notre débat, c'est important. Petite parenthèse, Jocelyne, je ne sais pas si tu as été comme moi cette année et puis ça n'a pas été préparé. Là, je vais te lancer vraiment quelque chose là, sur le vif du tournage de l'émission. Moi, à 8 h, je m'assois et puis je me dis, bon, on va regarder les élections ce soir. À 8 h 20, tout est fini. Oui, non, je sais.
Puis là, quand j'ai entendu, puis là, TVA a annoncé, je crois, en premier, là, si la tendance se maintient, là, c'est rendu là, que c'est lequel qui va le faire en premier. Mais à 8h20, tout était fini. On est à l'ère de la rapidité. Hein? C'est incroyable. Moi aussi, j'ai été assez surpris. J'ai dit, mon Dieu, déjà. Ben oui, puis à 8h10, là, les différents intervenants n'osaient pas nécessairement le dire de façon directe, mais on voyait, même au niveau de certains animateurs, je voyais que les gens étaient comme un peu surpris de la vitesse avec laquelle, et surtout de la vague libérale là, qu'on a vu prendre place là, au Québec. Là. Je pense que ça a surpris beaucoup de gens. Là. Ah, ça a été surprenant que Mme Marois perde dans son propre comté. Là. Exactement. Oui, en tout cas, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein? C'est des élections qui ont quand même, malgré les sondages, malgré les tendances, c'est des élections, c'est parmi celles qui m'ont le plus surpris, je dirais, dans les résultats. Oui, c'est vrai. On a beaucoup entendu parler à l'intérieur de cette campagne-là, puis on est revenu souvent sur le sujet dans l'ensemble des médias, sur le fameux salissage de première ligne. Là. Et même, j'étais surpris d'entendre M. Lucien Bouchard, là, qui disait carrément que dans toute son expérience politique, c'était une des pires campagnes auxquelles il avait eu à assister, là, à être témoin. Donc, le salissage, cette fois-ci, ça a été quand même pas mal présent dans la campagne et pas nécessairement bien accueilli hein, par la population générale. Bien, les Québécois, je pense, sont tannés de ça. On l'entend sur Facebook, ça a beaucoup ressorti. Ah oui? Que les gens sont tannés de ça parce que tout le temps que les partis perdent, entre guillemets, à salir l'autre parti, bien, on n'entend pas leurs idées, on n'entend pas leur programme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? On dirait que la stratégie, c'est davantage de frapper sur l'autre à côté que d'essayer de montrer, moi, j'ai des bonnes idées. Et ça, moi, je trouve ça dommage parce que oui, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une campagne à ce point-là. Et ça me fait penser à certaines campagnes de certains pays où on fouille le passé puis plein de choses pour essayer de trouver des choses scandaleuses. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais on a le droit de savoir tout ce qui se passe. Ouais. On a le droit de savoir si quelqu'un a menti, se contredit. » C'est important de sortir le méchant en campagne et pas le sortir après. Hein. Ça peut être un argument qu'on entend. Hein. C'est sûr que par transparence, c'est des choses que oui, on peut dire « Oui, j'ai le droit de savoir ça, puis ça va éclairer mon vote. » Mais en même temps, quand tu vois, là, ça tombe des fois dans une bassesse, tu te dis « Ça n'a pas de bon sens. » Que c'est ça la campagne, puis tout le monde embarque dans le jeu, dans le fond. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Là. Et puis, les gens sont portés à juger là, sur la façon, même si les faits peuvent être appuyés par des arguments qui sont forts, ne serait-ce que de laisser transparaître une certaine colère ou d'y aller avec un vocabulaire moins adéquat lorsqu'on veut être représentant d'État, être premier ministre, ça peut être interprété par la population de mauvaise façon. Hein. Il faut faire attention, hein, être posé, calme. Encore là, c'est de la communication. Hein? C'est la communication. Puis moi, je me dis, un bon orateur, c'est pas nécessaire de descendre l'autre à côté pour faire valoir ton idée. Puis honnêtement, quand j'entends un chef de parti commencer à dire des vacheries, à un moment donné, je décroche. Même s'il a raison? Même si la personne a raison, je me dis, est-ce que c'est nécessaire? On dirait que je finis par décrocher. Ah, c'est spécial quand même. Ouais. Donc, il faut faire très attention. Ouais. Et il semble, hein, ça semble avoir été quelque chose qui est ressorti de façon générale. Sur Facebook aussi, on oui, les gens sont vraiment tannés. Un fait très intéressant et très particulier que j'ai vu intéressant dans le sens où moi, personnellement, et je ne m'en cache pas, je suis vraiment pas pour ce genre de divulgation, c'est bien le mot. Donc, dévoiler les actifs des candidats en allant là, jusqu'à gratter. Même M. Legault disait il y a des choses que les enfants vont apprendre, mes propres enfants vont apprendre en lisant le journal aujourd'hui sur mes propres actifs personnels. D'avoir à divulguer tous ses avoirs, ses rapports d'impôts, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire carrière en politique? Bien, moi, ça m'a surprise parce que quand j'ai entendu ça dans les nouvelles, je me suis dit, mon Dieu, ça vient faire quoi? Oui, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on a le droit de savoir ça, mais les gens ont quand même une vie privée. Et je pense pas que le fait d'avoir 3 bateaux peut changer tes qualités d'homme, de femme politique. Mais nous, les Québécois, on a une relation assez particulière avec les gens qui ont de l'argent ou les gens qui ont réussi. Donc, à quelque part, ça apporte pas une mauvaise opinion d'une certaine majorité de Québécois d'avoir à élire quelqu'un qui aurait des ressources financières
de grandes ressources financières ou un patrimoine élevé, il n'y aurait pas une certaine mauvaise vision de ce genre de personnes-là. Les Québécois n'ont pas une certaine difficulté à accepter la réussite des autres et puis les gens qui ont de l'argent. Tu sais, souvent, on va entendre « Ah, lui, il a de l'argent, c'est un voleur ». Y aller avec une équation aussi simpliste que ça, plutôt que dire cette personne-là, oui, elle a de l'argent, mais elle a travaillé pour, c'est une réussite commerciale, elle a entre guillemets, bûché pour en arriver là, plutôt que d'avoir deux visions différentes là, de la réussite. Puis la réussite, qu'elle soit au niveau financier, ne veut pas dire nécessairement que cette personne-là est malhonnête. Mais nous, notre relation avec ça, les Québécois, on n'a pas un peu de difficulté avec ça? Les gens, oui, ils ont même fait une émission il n'y a pas longtemps là-dessus. Bernard de Rome. Parce que, oui, on n'est pas à l'aise avec ça. On va prêter des mauvaises intentions tout de suite à quelqu'un qui a réussi. Très bonne émission. Je n'ai pas écouté. Ah, j'en ai entendu parler. J'invite les gens à aller le voir à Télé-Québec. Là, c'était de toute beauté. Donc, Puis on rencontrait des gens, là, pas n'importe qui, là, M. Pierre-Carl Pellado, M. Jean Coutu, une femme d'affaires là, de la Gaspésie était là aussi. Là. Et souvent, mais même dans notre petit milieu, hein, quand on a... on le voit dans le petit milieu. On a un de nos commerçants qui réussit. Ah, bon, c'est bien. C'est bien, lui. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup d'envie. L'être humain est comme ça. L'être humain envie ce qu'il n'a pas chez l'autre. Mais moi, à un moment donné, là, si on commence à sortir les actifs des gens qui se présentent... Mais là, ça risque de devenir la norme, là, de la façon que ça a été présenté. J'en revenais pas. Je me dis, ça vient faire quoi? Même notre premier ministre actuel, là, il était à 100% pour ça, puis on se doit d'être transparent, Mais est-ce qu'en faisant ça, il n'y a pas un risque sur le long terme qu'il y ait des gens qui disent « Bien, moi, j'aurais été prêt à me lancer dans la vie politique, mais étant donné qu'il faut que je déballe tout sur moi, je vois pas l'intérêt. Moi, c'est mes affaires personnelles, je n'irai pas en politique, ne serait-ce que pour cette raison. Il y a des gens, c'est ce que ça envoie comme message. Là, on a l'impression, là, si tu veux faire de la politique, tu as besoin d'avoir un bon compte en banque. Alors que normalement, ce qu'on devrait se dire, c'est qu'une personne qui a la passion de s'en aller à la politique est capable de le faire. Mais c'est un couteau à double tranchant. Il y a des gens qui vont voir, bien, cette personne-là, elle a de l'argent, elle ne sera pas capable de représenter le petit peuple, qu'on dit, là, la classe moyenne. Comment quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 650 000 $ par année peut comprendre quelqu'un qui en gagne 40 000? Il est complètement déconnecté de la réalité de terrain, de la majorité des gens là, qui vivent au Québec, là. Bien, on ne peut pas juger des gens, parce que oui, il peut y avoir des gens riches qui sont totalement déconnectés du petit peuple, entre guillemets. Tu as des gens riches aussi qui vont se battre justement pour le petit peuple. Donc, on ne peut pas juger juste avec leurs avoirs. Moi, je pense pas que c'est nécessaire de savoir qui gagne quoi puis combien. Je pense pas que ça a quelque chose à voir dans le débat. Là. Chose certaine, pour qu'on ait été dans ce sens-là pour cette campagne-là, ça montre qu'il y avait une pression sociale forte. Est-ce que ça venait des gens? Est-ce que ça venait des médias ou tout simplement ça venait des adversaires eux-mêmes? Là est la question. Je pense que c'est peut-être un ensemble de tout ça qui a fait que ça a fini dans les médias. Là. Donc, voilà un aspect là, que j'ai trouvé quand même assez nouveau et c'était une première d'avoir accès pendant tant de jours là, sur cette partie-là. Là. Avoir des électeurs mieux informés, bien là, je pense que tout le monde a été un peu témoin là, de ce qui a été diffusé. Là, on parle du fameux Vox Pop de Guy Nantel, où on a entendu des choses qui étaient vraiment là... Moi, j'étais bouche bée, là. Moi aussi, j'ai vu la vidéo, puis... Tu avais, pour expliquer un peu aux gens, il va dans la rue puis il demande aux gens c'est qui le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada, est-ce que René Lévesque a déjà été premier ministre? Puis des questions, si on veut, de base, mais les réponses des gens, oui, j'avoue, tu restes bouche bée. Et après ça, il allait voir des enfants de 8 ans qui répondaient à toutes ces questions-là. Là, ça amenait les gens à dire est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une espèce des questions, un questionnaire, un test, pour voir si la personne a assez de connaissances politiques pour voter. Mais ça, n'ayez pas peur, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas parce que, effectivement, c'est antidémocratique. Tout à fait. Donc, ça serait injuste, antidémocratique, mais c'est quelque chose qu'on m'a écrit, qu'on m'a soulevé sur Facebook. On devrait faire des questionnaires. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça parce que c'est pas parce que tu ne suis pas la politique que tu ne sais pas répondre à ces questions-là. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un choix éclairé.
Ça se peut que toi, tel parti, tu sais que ça rejoint tes valeurs parce que tu es plus de gauche ou tu es plus de droite, tu as des valeurs plus pour protéger Étant les certain pauvres. que les gens comprennent très bien la signification d'être de gauche et d'être de droite, en passant. Donc, c'est ça, qu'un parti de gauche, c'est plus utilisé en Europe. Un parti de gauche, on va dire, par exemple, ça peut être comme Québec solidaire, Tendance, Parti québécois aussi. Parti de droite, ça va être plus gouvernement conservateur. Parti de gauche, eux, vont se concentrer sur les programmes sociaux, aider les pauvres, les malades, etc. Les partis de droite, c'est beaucoup plus économie. Donc, les gens ont souvent une espèce de tendance de gauche ou de droite. Alors, il y a des gens qui peuvent dire, même s'ils ne suivent pas la politique, moi, je vote pour Parti québécois parce que je connais leurs idées. Exemple, je suis pour la souveraineté, puis c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, je vote pour eux. Donc, je pense pas qu'on peut faire un questionnaire. Là, Et c'est quand même bon de savoir, lorsqu'on se lance en politique, du genre de clientèle qu'on va avoir à convaincre. Oui. Donc, des sondages comme ça, des fois, ça ouvre les yeux sur des choses qu'on peut parfois penser qui sont acquises par les gens qui nous entourent. Mais des fois, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un petit peu plus de travail sur le terrain à faire. Et des fois, il faut utiliser un vocabulaire qui est très accessible et avoir un talent de vulgarisation hors pair. Oui, parce que si tu ne suis pas la politique, puis tu prends les bulletins de nouvelles comme ça, puis ça parle de programmes politiques, c'est sûr, il y a des chances que tu sois perdu parce que souvent, ça fait référence à d'autres projets de loi, à d'autres sorties, etc. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas la politique, quand il entend les différentes lois qui sortent, les projets, ça se peut qu'il est perdu puis qu'il perd l'intérêt parce que c'est dur à suivre. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais de là à, comme je disais, moi, c'est ça, je ne suis pas à l'aise avec l'idée qu'on ferait des questionnaires, même si l'idée m'a été suggérée, mais ça serait vraiment antidémocratique, ça serait une espèce d'injustice de dire parce que toi, tu connais plus la politique, tu as le droit de voter et toi non. Ça n'aurait pas de bon sens. Voilà un autre aspect que nous allons toucher maintenant, qui est ressorti le soir même des élections, qui a été amené, si je ne me trompe pas, par Québec solidaire, de revoir le mode de scrutin. Mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Ça mange quoi en hiver? C'est quoi ça veut dire? C'est notre mode de scrutin parce que tu as des modes de scrutin dans certains pays qu'on va aller à 2 tours. Tu as des votes de scrutin aussi. Ça va être vraiment le pourcentage de vote qui va faire le premier ministre. Ce qui se passe ici, bien, comme vous savez, vous votez pour votre député. Puis après ça, ça va avec le nombre de sièges. Puis c'est le chef de parti qui va devenir premier ministre du plus grand nombre de sièges. Mais notre façon de voter, il y a des avantages quand même. C'est un système de scrutin simple et rapide. On l'a vu, c'est pas long, tu connais les résultats, puis c'est simple, tu as un vote à faire, puis ça finit là. Un autre avantage, il y a plus de légitimité parce que tu votes pour ton député. C'est la population locale qui vote pour lui. C'est ton ambassadeur, ton représentant. Tu as l'impression vraiment que tu es un représentant à Québec ou à Ottawa. Oui. Donc, c'est légitime. Puis un autre avantage, c'est que généralement, je dis bien généralement, ça produit des gouvernements majoritaires stables. Mais ça a été prouvé au niveau historique. C'était une des premières fois dans l'histoire qu'on voyait 2 gouvernements de suite minoritaires. C'est ça. Donc, on est reparti pour un gouvernement majoritaire. Normalement, c'est majoritaire. Les inconvénients, pourquoi, exemple, Québec solidaire sont contre ce mode de scrutin-là, et je les comprends, ça donne des aberrations. Donc, le premier ministre qui est élu, souvent, il n'y a pas l'appui de la majorité. Je vais vous donner des exemples. Ça, c'est vraiment frappant comme statistique. Bien, c'est Infoman, Jean-René Dufort, qui sortait des... Puis ça m'a fait réfléchir. Je n'avais jamais porté attention à ça. Souvent, même un tiers des votes suffit pour que tu sois élu. Donc, pour vous donner un exemple, les dernières élections, le Québec a voté libéral à 42 %. Donc, il y a 58 % des gens qui ont voté qui ne voulaient pas Philippe Couillard. Il est élu et majoritaire. Donc, c'est un bon exemple. Au Canada, on a refusé Harper à 60 %, élu et majoritaire. Maintenant, à Montréal, à la mairie, il y avait quand même plusieurs candidats. On a refusé Coder à 70 %, il est maire de Montréal. Donc, ce genre de scrutin-là, c'est ce qu'on appelle des aberrations. Ça fait que la personne qui est élue ne représente pas nécessairement la majorité des gens qui ont voté. Là.
Voilà des statistiques qui font vraiment réfléchir et ça apporte peut-être le soutien à certains argumentaires qu'on a entendus, l'argument qu'on a entendu là, derrière la dernière campagne et même lorsqu'on a fait un peu le bilan de cette élection-là, parce que ça fait quand même 2 ou 3 élections là, que c'est remis en question par certains partis. Ça revient parce qu'on commence à réaliser ça, puis aussi ça peut même arriver que le parti qui a le plus de votes, le vote total, il y a moins de sièges, donc c'est pas lui qui gouverne le Québec, mais il y a quand même eu plus de votes. Ou les partis comme Québec solidaire, qui est un plus petit parti, ça les désavantage beaucoup. Oui, parce qu'eux, ils ont 2 députés, mais par contre, au pourcentage de vote, c'est beaucoup plus... Ils ont quand même beaucoup de votes, mais c'est plus réparti. Disons qu'ils vont arriver... admettons que Québec solidaire arrive 2e dans toutes les comtés. Ils n'auront aucune personne élue. Puis ils seront quand même la 2e au niveau du pourcentage de vote total. C'est quand même les 2e qui auront le plus de votes, mais ils n'auront personne d'élu. Là, ils ont réussi à faire élire 3 personnes, qui quand même une de plus qu'avant. Mais eux sont extrêmement désavantagés parce que leurs votes sont éparpillés partout au Québec, mais pas assez pour se dire on va remporter la circonscription avec notre député. Un autre inconvénient aussi, c'est sûr que ça crée énormément d'insatisfaction parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas avoir été écoutés, que la personne présentement qui fait M. Couillard, comme je dis, la majorité qui ont élu n'ont pas voté pour lui. C'est que tu as une majorité de Québécois, je ne parle pas des gens qui n'ont pas été votés, mais des gens, les électeurs qui ont voté, tu as une majorité qui n'ont pas été écoutés, c'est extrêmement frustrant parce que ça me montre vraiment des situations comme ça qui ne sont pas logiques. Là. Ça porte vraiment à réflexion et puis ça amène certains chefs de parti aussi à laisser tomber certaines régions, étant donné ce mode de scrutin-là, et se concentrer vers les grands centres lorsqu'on veut faire élire plus de députés à l'Assemblée nationale. Et souvent, on va être moins porté à avoir une vision globale de l'électorat, mais plutôt une vision sectorielle de la façon dont est délimité chacun des territoires qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Exactement, et on le voit dans la région éloignée comme la Gaspésie. Il y a des partis qui ne sont pas présents ici parce qu'on sait qu'on a moins de chance. Là. Que c'est pratiquement impossible, là, même les candidats sont très au courant de cette réalité-là. Et c'est le sourire en coin, souvent, qui vont se présenter pour représenter les différents partis. Partis qui ont eu leur place pourtant au débat. Regarde, tu vois un peu l'importance au débat, mais au point de vue... J'ai beaucoup de gens, moi, qui me disaient... que la personne qu'ils avaient préférée au débat, c'était Françoise David, de Québec solidaire. Et il me disait tout de suite après, mais je sais bien, elle ne sera pas élue comme première ministre. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas Québec solidaire parce qu'ils se disent, bien, je vais voter pour rien, elle ne sera pas élue. Et c'est dommage de penser comme ça, parce que si c'est le parti qui rejoint tes idées, c'est dommage. Hein. Oui, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu décourageant, mais gardons toujours le cap de voter selon nos propres convictions. Oui. C'est la meilleure façon de s'assurer d'une démocratie en santé. Hein? Exactement. Voilà un pour le compte très intéressant qui suivait l'actualité de près. Et encore une fois, j'ai appris beaucoup de choses. Je te remercie encore une fois. Et au plaisir de se voir la semaine prochaine. À la semaine prochaine.